Bonsoir Robert Badinter. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau. Vous publiez Vladimir Poutine, l'accusation avec Bruno Cotte et Alain Pelé aux éditions Fayard. Vous avez rédigé l'acte d'accusation contre Vladimir Poutine. Encore faut-il qu'il soit jugé un jour. Est-ce que vous y croyez? Parce que lui, il se voit au pouvoir pour toujours. Si vous aviez dit, je ne parle pas d'Hitler, à Göring, numéro 2 du régime, maréchal, comme chacun le sait, le maréchal Göring, en 1942 jusqu'en 1943, qu'un jour viendrait où il répondrait de ses crimes devant une juridiction pénale internationale à Nuremberg, il aurait ricané. C'est ainsi, il faut d'abord que le dictateur tombe. Ça n'est pas de son vivant et au pouvoir qu'il peut être jugé. Mais il est bon, il est nécessaire, je dirais, avant même le jugement, que, 1, on sache quelle juridiction, 2, qu'on rassemble les preuves. On l'a vu pour l'ex-Yougoslavie, la difficulté qu'on a eue à rassembler les preuves contre Milosevic. Enfin, et là, c'est tout à fait le cas. Il faut réunir les preuves. Et 3, avec 2 excellents juristes et amis, j'ai jugé qu'il était indispensable que l'on mesure ce qu'étaient les charges actuelles, les plus graves qui soient, qui pèsent sur Poutine, et pas seulement sur Poutine, sur ses complices. Et notamment, je pense aux chefs d'état-major russes et aux grands diplomates russes. Mais il y a aussi plein de criminels de guerre qui n'ont jamais été jugés. On pense par exemple aux crimes qui ont eu lieu pendant la guerre du Vietnam. Les Américains n'ont pas été jugés pour ça. Moi, je me concentre sur ce que nous ne mesurons pas assez. Le responsable d'une guerre qui se poursuit à l'heure actuelle et depuis 1 an en Ukraine, en Europe, au cœur de l'Europe. Je n'ai pas, moi, à cet instant, à me pencher sur l'Afghanistan, sur l'Irak, il y aurait beaucoup à dire. Je dis simplement, les Européens ne mesurent pas, nous aussi, que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'il y a un conflit en Europe, à 2h15 de Paris, par avion. Enfin, quand je vois nos compatriotes se mobiliser, comme je le comprends, à propos de la retraite, je me dis, mais on voit qu'ils n'ont pas vécu la guerre. Ça fait 1 an que la guerre existe en Europe, 1 an que Poutine a lancé l'armée russe à l'assaut de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont résisté. Très bien. Mais je trouve prodigieux de penser qu'on ne mesure pas chez nous qu'il suffit qu'un drone, un hélicoptère touché, s'abatte sur une centrale atomique, et la région est truffée, vous le savez, et les conséquences seraient bien pires que Tchernobyl. Les frontières, je le rappelle, n'arrêtent pas les nuages atomiques. On pense, à juste titre, peut-être, à la retraite. J'entendais une jeune fille de 24 ans penser à sa retraite. Non, pas à 64, à 60. Enfin, écoutez, elle avait 20 ans et elle pensait à sa retraite. Non, la guerre est là. Et la guerre est là au sein de l'Europe. Et elle dure depuis 1 an. Et elle a été lancée sous des prétextes absurdes. Absurdes. Est-ce qu'il pourrait y avoir
une escalade? Vous craignez une escalade nucléaire? Aucun dictateur n'accepte jamais de perdre la face. Aucun. Ils se croient visionnaires et ils préfèrent que leur peuple plonge dans la guerre plutôt que de renoncer à leur vision de leur rôle historique. C'est cette mégalomanie, cette escalade que je redoute dans le cas de Poutine. Mais l'ouvrage que nous avons publié avec deux éminents collègues, eh bien, il tente à montrer, à préciser que d'ores et déjà, Poutine est justiciable des tribunaux, une cour pénale internationale, qu'elle soit à La Haye ou qu'elle soit ailleurs. Mais je préfère La Haye. Et ce que nous avons voulu montrer, ce que ce livre montre précisément, c'est que ces crimes qui sont justiciables de juridiction pénale internationale, comme à Nuremberg, Poutine les a déjà commis, avec des complices. Le haut état-major russe, son ministre des Affaires étrangères, qui joue un rôle très important dans cette entreprise. Mais ce sont des crimes. Et que ce soit le crime d'agression, l'agression, il avait dit, est justifiée par le génocide en cours des Russes dans le Donbass. Provocation. Après tout, Hitler aussi avait dit que c'était les Polonais qui avaient attaqué la Wehrmacht en septembre 1939. Non, nous savons ce qu'il en est. Mais là, après cette première attaque, il est évident qu'il ne va pas arrêter la guerre, sauf s'il sauve la face. Et je regarde la situation internationale. Pour les Américains, situation idéale, ils saignent l'armée russe par la voix des Ukrainiens, les courageux combattants ukrainiens. Ils tiennent en échec Poutine, ils affaiblissent Poutine. Ils n'ont pas besoin pour ça d'envoyer leurs armées, il suffit d'envoyer les armes. Et les nations européennes aussi. Donc nous sommes, à l'heure actuelle, dans une confrontation qui peut encore durer et qui comporte tous les risques que j'évoquais tout à l'heure, y compris l'utilisation des armes tactiques, pas tactiques. Je dis tactique pour ne pas dire la bombe, non. Je dis les armes tactiques nucléaires. C'est dans l'arsenal de Poutine. Mais surtout, j'ai évoqué les risques de cette guerre. Le drone qui s'abat, l'hélicoptère touché qui s'écrase sur une centrale atomique, et Dieu sait qu'il y en a dans la région. Nous vivons, je veux dire, sur un volcan. J'ai connu, adolescent, le grand conflit qui a ravagé l'Europe et causé plus de 12 millions de morts. Je l'ai connu, je l'ai vu. Je sais ce qu'est la guerre. Et croyez-moi, tous les efforts de toutes les nations devraient être précisément d'organiser cette sortie de ce conflit absurde
est déclenché par un homme qui est le responsable de ses crimes et de ses souffrances. Car il y a le crime des auteurs, mais il y a aussi les souffrances des victimes. Elles sont ici considérables. Donc, c'est à la fois un éclaircissement, ce livre, et un avertissement. Éclaircir, c'est-à-dire fixer les responsabilités de ceux qui ont déclenché ce conflit et à faveur duquel interviennent les mots habituels qui suivent toujours le déchaînement d'un conflit, l'agression. Ensuite, vous avez inévitablement les crimes de guerre, vous avez les crimes contre l'humanité, et évoqués, mais pas certains, le génocide. Les 3 premiers suffisent. C'est à ça que sert cet ouvrage, c'est l'acte d'accusation contre Poutine. Quant à savoir qui le jugera, quand il sera jugé, s'il sera jugé, l'avenir nous répondra. Vous dites que ce livre, c'est un éclaircissement et un avertissement. J'ai entendu tout à l'heure votre agacement vis-à-vis de la jeune génération qui s'inquiète déjà de sa retraite, alors que vous dites qu'elle devrait d'abord s'intéresser à ce conflit qui est à nos portes. Comment vous regardez cette époque, ce moment qu'on est en train de vivre? C'est un agacement, mais c'est aussi en souriant que j'écoute ça. D'abord parce que moi, je ne suis pas un homme de retraite. Je suis naturellement voué au travail. Mais c'est pas ça du tout. C'est que la conjoncture politique dans les démocraties évolue. Que telle majorité qui établit une loi différant l'âge de la retraite, une majorité différente pourra raccourcir le temps de travail. Donc c'est voué à l'évolution même du scrutin libre et démocratique dans les démocraties. Selon telle ou telle majorité, vous aurez tel ou tel désir ou au contraire volonté négative à l'égard de la retraite. Vous dites qu'il est possible d'abroger cette loi. On a connu des périodes dans lesquelles on a allongé le temps de travail et des périodes dans lesquelles on les a substantiellement réduits. Mais la crise démocratique en elle-même, vous la voyez? Vous pensez qu'on traverse une crise démocratique en ce moment? Non. Non. Je pense que, au regard des problèmes que nous vivons en Europe, et puis de ce qui est la source potentielle d'un grave conflit, c'est-à-dire Formose, non. Les prochaines élections se joueront probablement aussi sur la retraite, 62 ans, d'autres diront 60 ans, d'autres diront c'est impossible, 65. Bon, comme il sied dans une grande démocratie, le pays choisira. Avec une montée des extrêmes, peut-être? Ça n'est pas inscrit dans la Constitution. Il n'y a pas besoin d'une révision constitutionnelle pour fixer l'âge de la retraite ou la durée des vacances. Non. Dans la crise qu'on est en train de vivre maintenant, le Conseil constitutionnel a été beaucoup critiqué pour la décision. Il est toujours critiqué par ceux qui sont demandeurs à l'annulation. Vous savez, c'est avec sang-froid que les membres du Conseil accueillent ces critiques. Mais c'est comme ça. Et comme le droit est sujet à interprétation... Mais vous savez, dans la vie judiciaire, il est rare que celui qui a perdu son procès ne maudisse pas ses juges. La Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel en France, n'échappe pas à cette loi commune.
Comme vous parlez aux jeunes en leur disant qu'ils ne comprennent peut-être pas les enjeux du moment, vous avez vécu la guerre. C'est peut-être ce qui vous permet d'avoir un regard plus acéré sur ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je vois derrière vous ces 2 cuillères. Elles racontent une histoire forte pour vous. Alors, les 2 cuillères, l'une a été ramassée, je l'ai ramassée à Auschwitz en 1956, je crois. Très longtemps. C'était à ce moment-là un lieu désert et j'avais visité ça avec le conservateur d'Auschwitz. Et puis j'ai heurté cette cuillère et mes dieux. Bon, prenez-la. Je dis, oh. Il m'a dit si. Et il a eu ce mot terrible, terrible. Nous en avons tant. L'autre, c'est en France. Le conservateur de Rivesaltes ne croyait pas que j'ai un culte particulier pour les camps de concentration et centres pénitentiaires. Mais ils font partie de ma vie. Et le conservateur de Rivesaltes, qui a servi à détenir un certain nombre de populations pendant la Seconde Guerre mondiale et même après, m'a envoyé cette cuillère et m'a écrit cette extraordinaire remarque. Il me dit la cuillère, Monsieur Badinter, la cuillère, c'est le dernier refuge de la dignité humaine. Parce que, communément, dans les camps de concentration et dans les prisons collectives, et notamment dans les dictatures, on sert ce qu'on appelle la soupe dans une marmite ou dans un très grand bassin. Il y a un peu de filaments de bidoche, qu'on appelle la viande, des légumes à moitié pourris et une soupe trop épaisse. Mais il faut manger. Or, les couteaux sont exclus. Avec la fourchette, vous ne pouvez pas prendre cette soupe épaisse. Il reste la cuillère. Ou sinon, vos mains, et vous vous agenouillez vers le bassin en lapant comme un animal. Et il me dit, la cuillère, c'est le dernier refuge de la dignité humaine. Et depuis lors, j'ai toujours regardé les cuillères différemment. C'est grâce à elles que la dignité humaine peut être sauvegardée, même dans un camp de concentration. Merci Robert Badinter d'avoir été notre invité ce soir. Je vous en prie.